J'aimerais commencer par vous entendre, Ariane, peut-être en réaction aux propos qu'on a entendus à l'instant de la Première ministre et celui du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'époumonent tous en chœur depuis avant-hier pour nous expliquer ô combien leur texte est progressiste et nécessaire. Est-ce que leur tenir tête à 100% sur ce point est bienvenu ? Absolument. C'est en fait un scandale en réalité que le discours du gouvernement aujourd'hui soit à nouveau celui de faire barrage républicain face à l'extrême droite. C'est aussi le contenu, entre autres, du discours de Macron hier soir sur France 5. Dire en quelque sorte que le gouvernement serait... celui capable en fait d'empêcher la montée de l'extrême droite alors qu'il lui pave la voie avec effectivement une loi d'une dureté historique inédite contre les immigrés, les sans-papiers et qui, on pourra peut-être en reparler, mais qui permet et ouvre en fait la voie à des attaques d'ensemble contre l'ensemble du monde du travail, de la jeunesse, des classes populaires. Donc c'est effectivement une loi contre laquelle il faut absolument faire bloc et contester totalement l'idée qu'il y aurait quelconque barrage républicain aux côtés du gouvernement. C'est aussi une manière pour eux de faire comme si crise il n'y avait pas, alors même que on a vu qu'ils sont extrêmement en difficulté pour essayer de justifier en fait une loi qui s'inscrit dans la droite lignée du programme du Rassemblement national qui a été voté grâce en fait à un appui absolument central de la droite républicaine. Elle nie quand même, je vous coupe, mais elle nie. Elle dit à plusieurs fois, on entend la présentatrice, la journaliste, essayer de couper sa parole à la Première ministre en disant nous refusons leur voix, alors que c'est faux. C'est grâce aux voix du RN que la loi est passée. Mais au-delà même de la question arithmétique des voix du RN qui auraient été décomptées ou non, il faut voir le contenu de cette loi qui, en fait, en réalité, s'inscrit dans 50 ans de discours racistes, anti-immigration de différents gouvernements au sein de la Ve République. Ça commence dans les années 70 avec Chirac, ça se poursuit avec Sarkozy. C'est aussi les discours qu'on a entendus sous le gouvernement Hollande. Et aujourd'hui, c'est la continuité de tout ça. Et effectivement, la question aujourd'hui qui se pose, c'est quelle alternative on peut porter face à une montée de l'extrême droite qui se fait grâce en fait à la politique de ce gouvernement qui parle d'ensauvagement, qui parle d'hydre-islamistes, qui vote aux côtés du Rassemblement national dans l'hémicycle. Enfin, par exemple, quand on voit les votes contre l'augmentation du SMIC, ça s'est fait avec le gouvernement, mais aussi avec l'extrême droite. Donc, en fait, c'est tout ça qui est sur la table aujourd'hui. Et effectivement, le gouvernement essaye d'incarner aujourd'hui le barrage républicain, parce que c'est ça qui fait qu'ils tiennent, parce qu'ils sont extrêmement en crise et ils essayent de réagir à des mois et des années de lutte quasiment ininterrompue. Et aujourd'hui, ils essayent de diviser tout ce camp social-là, quoi. C'est vrai qu'à l'Assemblée, le gouvernement est contraint depuis ce second mandat d'aller chercher des majorités comme il peut, effectivement. C'est aussi une réalité, mais effectivement de plus en plus avec l'extrême droite. Alors, comme vous l'avez rappelé à l'instant, hier soir, le président Macron était, je ne sais pas si vous étiez tous les trois devant votre télé pour écouter M. Macron parler hier soir sur France 5, et il balayait du revers de la main toutes critiques qui lui sont faites. Écoutez-le plutôt. Et dans 3 ans, national vous imaginez qui céder dit... le pouvoir à Marine Le Pen? Mais pas une seule seconde. Mais moi, je pense que toutes les bonnes âmes qui m'expliquent que c'est pas bien ce que vous faites, ce sont tous les gens qui ont gouverné le pays pendant 40 ans. Et qui ont fait quoi? Ils ont réglé le problème de chômage de masse. Ils ont réglé le problème de désindustrialisation du pays. Ils ont réglé les sujets d'intégration. Ils ont réglé les problèmes d'immigration et d'insécurité. Non. Et qu'est-ce qui a fait monter les extrêmes? Ça. J'ai pas fini le travail, parce que je tiens à vous rassurer, j'ai encore 3 ans et demi devant moi. Et je veux aussi vous rassurer, je ne compte pas m'arrêter. C'était très long, je n'ai pas pu rester 2 heures à écouter notre cher président. Mais effectivement, sur cet extrait-là, tu as raison, la gestuelle était très sarkozyste, on va dire. Il y avait un côté un peu... je sais pas faire, oui, mais non, voilà, d'ailleurs. il y avait ce truc-là. Donc effectivement, c'était assez frappant. Et oui, là, de toute façon, clairement, il remet en question, et il s'attendait bien sûr à recevoir peut-être des remarques d'anciens présidents, notamment François Hollande qui en a fait une aujourd'hui. Et donc, il les renvoie tous dans les cordes. Mais concrètement... Voilà, on peut s'entendre au pire avec lui. Du coup, vu que la manière dont il en parle, il n'a pas l'air du tout de
de se remettre en question, voilà, très autosatisfait, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, Effectivement, il est très très sûr de lui, alors que les critiques sont quand même virulentes. Ça dit quelque chose, cela? Il affirme. Ouais. Moi, je pense qu'il fait du Macron tout craché. Enfin, c'est 2 heures de mépris insupportable à regarder. Il détruit la vie des gens et ensuite il vient se pavaner sur un plateau télé pendant 2 heures pour nous expliquer que tout va bien. Donc, effectivement, c'est insupportable. Après, je pense que Macron a fort conscience de la crise dans laquelle il est et la phrase là qu'on a entendue où il dit je vais pas m'arrêter là, effectivement lui son pari c'est d'agir comme un bulldozer, c'est ce qu'il a fait depuis le début, depuis 2017, d'être très conscient en fait de la fragilité de son électorat, de sa base sociale et donc d'y aller à fond pour essayer de diviser en fait les différents secteurs, de les attaquer sur différentes réformes et c'est ce qu'il compte faire pour pouvoir continuer de gouverner avec une majorité centrée sur la droite. Moi, je pense que c'est autour de ça qu'on doit réfléchir une riposte, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que c'est les immigrés, les sans-papiers qui prennent d'abord? C'est parce qu'en fait, ils sont en train d'essayer de tester si on va réagir toutes et tous ensemble à la remise en question du droit du sol, à la préférence nationale sur les prestations sociales, à tout un tas d'attaques extrêmement brutales, mais qui en réalité vont commencer à s'appliquer à l'ensemble du monde du travail. Par exemple, quand on voit le RSA conditionné à 15 heures d'activité professionnelle par semaine, c'est le début d'une conditions de travail et d'activité professionnelle pour l'ensemble du monde du travail. Pareil, les étudiants étrangers, peut-être pour dire un mot, c'est une caution versée à l'État. Et une attestation de sérieux des études, etc., qui leur est demandée, mais aussi rien que les frais d'inscription, qui sont en fait la simple application de Bienvenue en France, qui était du précédent mandat. Ça, c'est des choses que Macron veut appliquer à l'ensemble de la jeunesse. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit à Paris 8, dans y compris les lycées, l'enseignement du secondaire, c'est des petites expressions d'une contestation qui, à mon avis, il va falloir voir à la rentrée comment est-ce qu'on la développe jusqu'au bout, parce que en réalité, c'est une contre-offensive du gouvernement à 3 mois de réforme des retraites et aux révoltes pour Naël, qui ont montré une crise très importante et une radicalité des classes populaires contre non seulement le gouvernement, mais aussi les institutions. On se rappelle du 49.3 qui a été bataillé dans la rue avec des manifestations sauvages, avec des occupations de fac, etc. Et aujourd'hui, le gouvernement essaye de mater tout ça en divisant. Et c'est pour ça, et je finirai vraiment sur ça, cette intervention, mais à mon avis, il faut s'attaquer aussi à ce discours qui fait des immigrés la cause de tous les maux, alors qu'en réalité, ce sont des sénateurs qui sont payés 8 000 € par mois, qui ont des privilèges à n'en plus finir sur les transports, sur les logements, sur tout, etc., qui nous disent qu'en réalité, ce sont les immigrés qui fuient les guerres et les destructions de leur pays commis par l'impérialisme français, qui sont les responsables du fait qu'il n'y a pas assez de travail, qu'il y a du chômage, que les salaires sont bas, alors qu'en réalité, on voit que l'inflation, c'est la préoccupation principale de la population et que c'est le produit d'une augmentation record des profits des multinationales. Donc c'est à ça, à mon avis, qu'il faudrait qu'on s'attaque. Il y a moins de levées de boucliers dans la population française que l'espère la gauche la plus radicale, dans laquelle vous militez. Vous le reconnaissez, enfin, il y a quand même... Est-ce que ça, déjà, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est pas un début de vérité quand Marine Le Pen dit il y a une victoire idéologique de mon courant politique? Est-ce qu'il n'y en a pas là aussi? Après, c'est évident que en fait, quand on a 50 ans de discours anti-migration, raciste, ultra-réactionnaire, islamophobe, dont les médias se font le relais, et énormément, y compris de déception de la part de secteurs des classes populaires qui ont pu voter à gauche. Et quand la gauche est au pouvoir, en fait, elle fait la loi travail, elle demande la déchéance de nationalité. Forcément, ça fait monter l'extrême droite. Donc évidemment qu'aujourd'hui, avec cette combinaison de politiques antisociales, idéologiques, racistes, etc., forcément, il y a une population qui se dit que la faute peut venir des immigrés. Mais la réalité, c'est que la population, elle n'est pas raciste fondamentalement. La population, on lui dit le chômage, la baisse des salaires, la casse des services publics, c'est la faute des immigrés. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut le message matraqué finit par rentrer.
Évidemment, et c'est pour ça qu'il y a nécessité que les directions syndicales, politiques, elles s'attellent aussi à combattre ce discours. Moi, je regrette que Sophie Binet, elle ait pris le temps de discuter de cette loi-là que quand c'était trop tard en réalité, parce qu'en fait, la loi immigration, on sait que ça fait 1 an qu'on sait qu'elle est dans l'agenda du gouvernement. Si elle n'est pas passée la première fois, c'est précisément parce qu'il y avait un mouvement de masse dans la rue qui empêchait le gouvernement d'avoir le rapport de force suffisant pour la passer. Aujourd'hui, la patronne de la CGT, elle appelle à la désobéissance civile. Je pense qu'il faut penser comment est-ce qu'on unifie les colères autour d'un gouvernement qui matraque tout le monde en même temps et qui fait des immigrés la partie immergée de l'iceberg, on va dire. Mais en réalité, c'est les frais d'inscription pour l'ensemble des étudiants qui est en cause. C'est une réforme sur le modèle social qui est dans les tuyaux. C'est tout ça, à mon avis, qu'il faut chercher à unifier par en bas. Et à mon avis, la rentrée devrait se faire sur cette question-là parce que c'est ça, à mon avis, qui est important de voir. Sinon, on a une vision terrible en fait du rapport de force. On se dit putain mais la loi elle est passée, l'extrême droite ça y est au pouvoir. Je pense qu'il faut voir aussi quelles possibilités on a si on unifie par en bas les secteurs de la population qui ont intérêt à se battre contre un même gouvernement quoi. D'ailleurs, c'est intéressant quand vous dites ça, l'extrême droite au pouvoir. Il y a un titre d'un article de Mediapart qui est sorti aujourd'hui ou hier qui reprend d'ailleurs ça en disant voilà, l'extrême droite est au pouvoir. D'ailleurs, c'est extrême droite qui, vous l'avez peut-être vu passer, on n'aura pas le temps de l'écouter, mais le mouvement Vox en Espagne, un des députés, je n'ai plus son nom précédemment, voilà, Santiago Abascal, qui félicitait le gouvernement français d'avoir passé cette loi-là et qui raillait ses collègues à l'Assemblée espagnole pour pouvoir avancer en fait. Donc il y a aussi des réactions nombreuses depuis le vote du texte, et notamment celle de François Hollande que je vous propose d'écouter maintenant. Je ne suis pas responsable de l'évolution du président Macron. Il a commencé, c'est ce qu'il nous disait, au centre-gauche. Il finit par avaliser un texte de la droite dure. Nous le voyons sur chacun des sujets changer de pied selon les circonstances, selon les contextes, selon les interlocuteurs. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de cohérence, et que le pays, de ce point de vue-là, est divisé aussi parce qu'il ne comprend pas vers quoi un président de la République le conduit. Pour vous, il n'y a plus d'en même temps aujourd'hui ? Peut-être qu'il n'y a jamais eu de en même temps. Il y a eu une succession d'allées et venues. Et peut-être une habileté de considérer qu'il fallait du dépassement, que la gauche et la droite c'était fini. C'est un discours qui a pu d'ailleurs intéresser, capter une partie de l'opinion, parce que c'est une vieille affaire de laisser penser qu'il faut dépasser les clivages, supprimer la droite et la gauche. On en voit le résultat. Vous dites que vous voulez dépasser les clivages et vous finissez entre la droite et l'extrême droite. Alors, il dit ne pas être responsable de l'évolution d'Emmanuel Macron. Alors, peut-être une courte réaction autour de la table sur finalement la direction artistique incohérente du président Macron. Est-ce qu'il n'est pas irresponsable, monsieur Hollande ? Il vient quand même de ce gouvernement. Moi, j'ai commencé à militer sous le gouvernement Hollande. J'étais au lycée et en fait, la loi travail, tout le discours autour de la déchéance de nationalité, ça a politisé et radicalisé toute une génération qui, aujourd'hui, a envie de s'engager contre la montée de l'extrême droite et qui a bien compris que la gauche, parfois institutionnelle, en passant tout un tas de réformes antisociales et en décevant les classes populaires, pave la voie aussi à l'extrême droite. Donc, à mon avis, la question, elle est là. Évidemment, alors on rappelle que M. Macron était effectivement ministre sous M. Hollande. Donc, parfois on oublie très vite la pensée politique, on remplace les uns par les autres, on oublie qu'il était ministre de l'économie. Il y a aussi des contre-attaques politiques, comme par exemple la saisie, puisqu'on parlait de voir comment on peut agir, comment les oppositions agissent, qui annonce donc par exemple la saisie du Conseil constitutionnel, annoncée par Mme Panot de LFI. Le sénateur PCF de Paris, Yann Brossard, réagissait pour le média à ce propos, on l'écoute. Beaucoup d'articles de cette loi risquent d'être censurés par le Conseil constitutionnel s'il fait son travail. Mais d'ailleurs, ça m'a frappé hier au Sénat, alors que le ministre de l'Intérieur venait défendre cette loi qui résultait de la commission mixte paritaire, et il a dit lui-même de son propre aveu qu'il y a plusieurs articles qui étaient contraires à la Constitution. On se retrouve donc avec un gouvernement qui présente une loi tout en disant que plusieurs articles de celle-ci seront frappés d'inconstitutionnalité. C'est proprement invraisemblable. Et d'ailleurs, la Première ministre l'a dit aussi au micro de France Inter quand elle a été interviewée. Donc bien sûr, nous allons être plusieurs parlementaires à saisir le Conseil constitutionnel. Mais enfin,
tout ça résulte surtout d'une grande lâcheté, parce que le gouvernement n'a pas voulu tenir tête à la droite et à l'extrême droite, et donc ils ont voté une loi avec des mesures dont ils savent qu'elles ne sont pas constitutionnelles, en refilant la patate chaude au Conseil constitutionnel, auquel ils demandent de faire le travail qu'ils n'ont pas voulu faire eux-mêmes. Un propos recueilli par Juan tente de retourner pour le média dans la journée. Alors, comment comprendre ce qui semble être, comme on a entendu à l'instant là, invraisemblable pour Ian Brossat? Est-ce que vous êtes d'accord autour de la table avec l'analyse du sénateur PCF qui dit que le gouvernement aurait volontairement souhaité se reposer sur le Conseil constitutionnel pour laver cette loi? Enfin, si on comprend un peu ce qu'il veut dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? En tout cas, hier, le président Macron a clairement dit dans l'émission, donc c'est à vous, que, enfin, c'est quasiment ça, qu'en fait, il savait que certains articles de cette loi seraient retoqués par le Conseil constitutionnel. Donc en fait, oui, là, c'est une stratégie, à défaut de prendre eux-mêmes la décision de lutter contre ça, ils préfèrent laisser ça à d'autres. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'en réalité, bon, effectivement, c'est un symptôme de la crise que le gouvernement doit se dédire en disant « mais attendez, le Conseil censurera ». En réalité, le Conseil constitutionnel, on l'a vu pendant les retraites, c'est un filet de sécurité très important pour le gouvernement. Donc, effectivement, il censurera quelques dispositions partielles. Mais le cœur de la loi et le cœur de cette offensive raciste, elle sera validée par le Conseil constitutionnel. Donc, à mon avis, la gauche institutionnelle, en misant encore une fois sur le Conseil pour retirer cette loi, ou en disant même, quand on sera au pouvoir, on la retirera, à mon avis, elle met son énergie là où elle va en perdre énormément. Il faudrait mettre nos forces dans la rue, dans les lieux d'études, dans les lieux de travail, pour commencer à penser une riposte d'ensemble qui parle salaire, immigration, loi travail à venir, et à mon avis, la mobilisation pour la Palestine, qui, dans les facs, a donné lieu à des comités de soutien à la Palestine dans une dizaine d'universités sur le territoire français. À mon avis, c'est des foyers de résistance qui peuvent être mis au service aussi de ce programme d'ensemble contre le gouvernement et l'extrême droite. C'est là où il faudrait mettre de l'énergie, pas dans le Conseil constitutionnel qui décevra et qui nous fera perdre du temps. Il faut voir aussi, je vous invite chez vous à aller voir la composition et le fonctionnement de cette institution. C'est aussi intéressant pour comprendre comment ça fonctionne et ça donne quelques clés de compréhension. Alors pour finir, nous l'avons appris juste avant l'émission, vers 18h, la ministre Sylvie Retailleau, je disais en entretien tout à l'heure pendant les infos, donc le ministre de l'Enseignement supérieur, a déposé sa démission refusée par l'Élysée et Matignon, c'est intéressant de le souligner, alors que celle d'Aurélien Rousseau, lui, ministre de la Santé, a été acceptée hier. C'est un peu difficile à comprendre, peut-être une clé de compréhension. Cyril. J'ai le sentiment qu'on joue avec les mots quand on dit ils ont refusé sa démission. Ils ont juste trouvé un compromis. Ils lui ont promis justement à cette ministre que justement une des mesures qui consiste pour les étudiants notamment une caution de retour, que les étudiants donnent une caution afin d'être les étudiants étrangers donnent une caution afin d'être inscrits. Ils ont dit justement que ça devrait être révisé par le Conseil constitutionnel. Donc si jamais c'est pas le cas. Eux le réviseraient si le Conseil constitutionnel ne l'invaliderait pas. C'est beaucoup de temps. On a l'impression que c'est un peu une tambouille et finalement. Donc c'est pour ça elle a été retoquée. C'est pour ça qu'en fait sa démission a été refusée. A été refusée. Donc selon moi, ils ont plutôt trouvé une espèce en vérité, de compromis. Plutôt. Ok, reste. Si on fait ça, reste. Et donc du coup, mais il est fort possible, comme vous venez de le dire, que malgré tout ça passe. On verra bien si elle démissionne à ce moment-là. Évidemment, parce que dans les faits, rappelons que ni Borne ni Macron n'a le pouvoir en vérité de refuser une démission d'un ministre. Le cas Darmanin en mi-décembre est éclatant. Le but était là, beaucoup le disent, l'analyse était de le relégitimer, mais c'est une autre histoire. Et pour finir, je vous rappelle que 7 ministres au départ, le soir du vote, avaient fait savoir leur volonté de démissionner si le texte passait. C'était le cas notamment de Clément Beaune au transport, qui finalement s'est ravisé. Il a été hier pas mal secoué dans un déplacement, il a été dans ce sens par la gauche à Saint-Ouen au nord de Paris, en présence de Valérie Pécresse. Les vidéos tournent sur Internet. Il y a eu aussi d'autres ministres, mais en somme, est-ce que vous y croyez, vous, en la rébellion de ministres, de députés macronistes? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça peut faire plier Macron? Ça ne peut pas faire plier Macron. Après, ça exprime une crise ultra importante. Le fait que Sylvie Retailleau, qui est l'architecte de la case de l'université actuellement et depuis des années,
ait envie de démissionner, ça montre aussi la fragilité du gouvernement et de Macron, de son isolement qu'on connaissait déjà. Mais c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, encore une fois, miser sur la démission des ministres ou même de députés de la majorité pour pouvoir faire plier un gouvernement qui est bien déterminé à avancer dans la casse sociale et dans toute sa politique, ça me paraît vraiment très, très illusoire. Faut pas perdre de temps là-dedans et il faut s'atteler à autre chose. C'est vrai que ça paraît périlleux, effectivement, de tout miser sur les dernières petites choses qui pourraient nous arranger. Et ça montre peut-être que notre démocratie est un peu en position délicate.